Bonjour! C'est le 7e chapitre et la 3e vidéo des vidéos Crystal Clear Electronics, où nous allons en apprendre davantage sur les transistors bipolaires. Salut tout le monde, bienvenue de nouveau dans le studio. Le transistor bipolaire, également connu sous le nom de BJT, transistor à jonction bipolaire, est l'un des composants de base de l'électronique moderne. Leur découverte a marqué une grande avancée dans l'histoire de l'électronique. Grâce à eux, la taille des composants électroniques a diminué, tandis que leur fiabilité a augmenté. Les quasi-prédécesseurs des transistors étaient les tubes à électrons. Je vous ai apporté un de ceux-ci, que j'ai récupéré de mon grand-père. Malheureusement, le temps est court, donc je ne peux pas le décrire en détail, mais vous pouvez trouver beaucoup d'informations intéressantes à ce sujet sur Internet. De nos jours, avec une ou deux exceptions, ils sont rarement utilisés, leur fonction est assurée par des transistors. Leur fonction est très similaire à celle d'un transistor, et aujourd'hui, ils sont principalement utilisés dans les amplificateurs audio. Dans l'utilisation de ceux-ci, Revenons aux transistors, donc. Actuellement, on peut trouver des transistors bipolaires seuls, ou plutôt comme les composants de base des circuits intégrés. Nous parlons des dispositifs semi-conducteurs. La physique derrière leur fonctionnement dépasse les limites de ce programme, donc je ne vais pas le décrire en détail. Le transistor bipolaire a trois bornes qui sont appelées base, collecteur, émetteur. L'abréviation de ceux-ci est B pour base, C pour collecteur et E pour émetteur. Vous pouvez voir qu'il existe deux types de transistors. Selon la figure ci-dessus, le premier est appelé type NPN, l'autre est appelé type PNP. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les transistors sont fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs. Le N et le P indiquent que chaque couche de semi-conducteur est formée d'un type de semi-conducteur N ou P. Bien sûr, le comportement du transistor NPN est différent de celui du type PNP. Pour l'instant, restons sur le type NPN, plus tard nous examinerons les différences. maintenant, examinons comment fonctionnent les transistors NPN. Si vous souhaitez démontrer le fonctionnement des transistors en utilisant un modèle simplifié, une source de courant contrôlée par le courant est la meilleure approche. On peut imaginer que nous avons une source de courant dont le courant de sortie peut être contrôlé par le courant d'entrée. Dans le cas des transistors, le courant IC, qui circule entre le collecteur et l'émetteur, peut être influencé par le courant de la base, IB, où le facteur d'amplification de courant détermine la relation entre les deux valeurs de courant. Le facteur d'amplification de courant est généralement noté bêta, HFE, souvent H2,1. I de C est également égal à bêta fois I de B. Juste pour être sûr, pourquoi avons-nous une diode entre l'émetteur et la base du modèle de source de courant contrôlé? À cause de la conception des transistors BJT, il y a une jonction PN entre la base et l'émetteur, qui, si vous y pensez, est pratiquement une diode. Si nous connectons une tension suffisamment élevée à la diode émetteur-base, alors la diode s'ouvrira, donc le courant commencera à circuler à travers la base. La tension directe est généralement d'environ 0,7 volts. Grâce au courant de la base, le courant peut circuler à travers le collecteur avec un facteur bêta maximum pour le courant de base. Dans ce cas, on dit que le transistor est fermé. Si nous n'ouvrons pas la diode, le courant ne passe pas par la base. Et donc, le courant ne circulera pas non plus entre le collecteur et l'émetteur, c'est-à-dire, il se comportera comme un interrupteur. Dans le présent, nous disons que le transistor est ouvert. Pour faire circuler le courant entre le collecteur et l'émetteur, il faut que la tension de l'émetteur soit inférieure à celle de la base. Dans le cas de tension appropriée, les directions de courant suivantes seront vraies. Le courant collecteur IC circule depuis la sortie C, le courant de base IB circule depuis la sortie B. La somme de ces deux courants circulera vers la sortie E, on l'appelle le courant d'émetteur, noté M. Nous avons aussi trois tensions. Le premier est le UCE, qui est la tension entre le collecteur et l'émetteur. Il y a aussi UCB, qui est la tension entre le collecteur et la base, et UBE, qui est la tension entre la base et l'émetteur. Voyons comment fonctionne le transistor BJT dans un circuit. Révisons les connexions nécessaires. Le courant de l'émetteur doit être la somme du courant qui passe par la base et le collecteur. Parce que s'il y a un courant de collecteur et un courant de base, ils doivent bien sortir quelque part.
et cela se fera évidemment à l'émetteur. Alors, mettons ça dans une équation, c'est-à-dire égale IB plus IC. Comme nous l'avons noté précédemment, chaque transistor BJT a un paramètre qui montre, dans le cas d'un état fermé, combien de fois le courant au collecteur est plus grand que celui à la base. Combien de fois la valeur de la base peut être mesurée? Ce paramètre est généralement appelé bêta, et il se présente comme ça sous forme d'équation. IC égale bêta fois IB. Regardons un exemple pratique qui peut être utilisé pour comprendre le fonctionnement d'un transistor BGD en tant qu'interrupteur. Sur la plaque d'essai, assemblez la connexion suivante. Regardez les diagrammes ci-dessous pour vous aider. Le personnage principal est le transistor Q1. Son émetteur est connecté à la masse. L'entrée quasi du circuit est la base du transistor. Une résistance y est connectée. L'autre côté de la résistance peut être appelé le point d'activation. La sortie quasi du circuit sera la LED. La cathode de la LED est connectée au collecteur du transistor et l'anode est connectée à 12 volts via une résistance de limitation de courant. Le brochage du transistor est montré dans ce diagramme. L'ordre des pattes est de gauche à droite. Collecteur, phase, émetteur. Si vous connectez le point d'activation à 12 volts, alors la LED s'allumera. Dans ce cas, un courant commencera à circuler à travers la résistance RB, qui passera par la diode émetteur base du transistor. La valeur du courant de base peut être calculée de la manière suivante. IB est égal à UON moins 0,7 volts sur RB. Et maintenant, examinons un peu plus en détail comment cette équation est apparue. Si on dit que la tension UB des résistances de base est égale à IB multiplié par RB, alors on peut écrire une équation de boucle. Cela inclut la tension UON, la tension URB et la tension de la diode émetteur base du transistor. Si nous écrivons cette loi de boucle, puis expliquons ensuite que UB est égal à IB, multiplié par RB, et que nous la réarrangeons un peu, nous obtiendrons exactement ça. Et si nous quantifions cela, nous obtiendrons 12 volts moins 0,7. Volts sur 33. Ohms égale 0,34. Milliampères. Kiloohms égale 34 milliampères. Idéalement, le courant de collecteur peut être bêta multiplié par le courant de base, le bêta du transistor BC546B, est d'environ 180, c'est-à-dire IC est égal à bêta multiplié par IB, ce qui fait 180 multiplié par 0,34. Ma, ce qui fait 61 ma. Calculons maintenant ce qui se passerait si nous connectons simplement la cathode de la diode LED à la Terre. Si la tension directe de la LED est de 2V, alors la tension de la résistance RC sera de 10V. C'est-à-dire, son courant sera IRC égal à 10V. Sur 680 ohms égale à 14,7 milliampères. Donc, le courant de collecteur pourrait être de 61 milliampères, mais la LED aura 14 milliampères. Oui, ça pourrait sembler un peu bizarre, mais si vous mesuriez le courant de la diode dans le circuit du transistor, vous mesureriez environ 14 milliampères. On pourrait se demander comment c'est possible, parce qu'on a calculé que le courant de collecteur pourrait aussi être de 61 milliampères. En vérité, le courant de collecteur calculé est une valeur maximale. Cela signifie que si un courant passe par le collecteur du transistor, qui est plus petit que la valeur calculée, alors le transistor entre son collecteur et son émetteur agit comme un court-circuit, c'est-à-dire il est complètement allumé. Si nous voulons utiliser un transistor BJT comme un interrupteur, alors nous devrons toujours choisir le courant de base, donc sa valeur multipliée par bêta devra être beaucoup plus grande que le courant commuté. Et maintenant, voyons comment dimensionner un interrupteur BJT. Tout d'abord, il faut connaître le bêta du transistor. Il est important de noter que le bêta des dispositifs peut avoir des valeurs très variées, et cela dépend de plusieurs facteurs. Avant qu'ils ne sortent du fabricant, leurs caractéristiques sont déjà différentes, et de plus, le bêta dépend fortement de la température du transistor aussi. Donc, nous devons dimensionner le circuit. Comme le transistor doit être suffisamment ouvert dans chaque état opérationnel, nous pouvons le faire si nous calculons en utilisant la plus petite valeur de bêta récurrente, car c'est le pire des cas. Donc, vous devez trouver le plus petit bêta pour votre type de transistor que vous trouverez sous HFE, dans la fiche technique, et vous choisissez le plus petit. Dans notre cas, son bêta est égal à 150.
Nous savons que nous devons fournir une tension suffisamment élevée entre la base et l'émetteur pour nous assurer que notre transistor est en mode direct, que la tension est d'environ 0,7 volts. Dans notre circuit, notre consommateur est une LED, à travers laquelle nous aimerions faire passer, disons, 15 mA de courant. Notre courant de collecteur est de 15 mA, donc IC est égal à 15 mA. Donc, IC est égal à V fois IB. D'où il suit que IB est égal à IC, divisé par bêta, ce qui fait 15 mA divisé par 150, ce qui donne 0,1 mA. On peut écrire l'équation suivante pour la résistance de base. RB est égal à U on moins UB divisé par IB. Cela se quantifie. Pour le cas actuel, 12 volts moins 0,7 volts divisé par 0,1 m'a égale 113 kΩ. Évidemment, valeur de résistance calculée est une valeur maximale. Si on utilise la plus grande, le courant de base serait trop faible pour le courant collecteur requis. La valeur minimale de la résistance de base peut être déterminée à partir du courant de base maximal autorisé, mais cette valeur n'est pas toujours spécifiée dans la fiche technique du transistor. Dans ce cas, le courant de base maximum peut être estimé en utilisant le HFE, le courant collecteur maximum avec la formule suivante. IBmax est égal à ICmax divisé par bêta, ce qui équivaut à 100 mmHg, divisé par 150, soit 0,66 Smith. RBmin est égal à UON moins UBE divisé par IBmax, ce qui équivaut à 12V, moins 0,7V, plus de centimes, ce qui donne 17-12 kΩ. Donc, la résistance de la base doit être comprise entre 17 et 12 kΩ et pour 113 kΩ pour un fonctionnement en toute sécurité. Dans notre exemple pratique, nous avons utilisé une résistance de 33 kΩ qui se situe dans cette plage. Donc si tu utilises une résistance plus élevée, la LED ne s'allumera pas, et si tu utilises une résistance plus faible, le transistor pourrait tomber en panne. Maintenant, mesure la tension du collecteur du transistor par rapport à la Terre avec ton multimètre, quand le transistor est allumé. Si tout fonctionne bien, tu vas mesurer une valeur en dessous de 1V, c'est-à-dire que le transistor va vraiment s'allumer, il va connecter son collecteur à l'émetteur. Maintenant, change RB pour une résistance de 680 kW. Le transistor va vraiment s'allumer, il va connecter son collecteur à l'émetteur. Maintenant, change RB pour une résistance de 680 kΩ. On peut voir que la LED s'allume pas, même si j'essaye de l'allumer. Une plus grande résistance de base entraîne un courant de base plus faible, le 680 kΩ. Réduit tellement le courant de base que le transistor ne peut plus alimenter la LED, donc la tension du collecteur augmente. Ne fonctionne plus comme un interrupteur idéal. N'hésite pas à essayer d'autres valeurs de résistance aussi, mais fais attention à ne pas utiliser une résistance inférieure à la résistance minimale calculée. Passons au transistor PMP. Le fait est que l'ordre des couches de silicium interne est différent, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est comment elles doivent être connectées. Si tu regardes de plus près ce type de transistor, on peut aussi trouver une jonction PN entre sa base et son émetteur, ce qui équivaut à une diode. Cependant, c'est une diode dans la direction opposée par rapport au transistor NPN. Le câblage correct peut être vu dans la figure suivante. Encore une fois, le personnage principal du circuit est le transistor Q1. Il a aussi une résistance de base à son entrée, 33 kW, qui est connecté à un fil, représenté ici par le signal d'activation. Le collecteur du transistor est la sortie du circuit, donc on peut connecter la LED et la résistance de limitation de courant de 680 ohms. Jusqu'à présent, l'émetteur du transistor est connecté à un potentiel, 12V. Ici dans ce schéma, tu peux voir le brochage, la patte 1, l'émetteur, la patte 2 est la base et la patte 3 est le collecteur. Dans ce type, l'émetteur sera à un potentiel plus élevé que le collecteur, et les directions du courant seront les suivantes. Le courant entre par l'entrée E, qu'on appelle le courant d'émetteur. Le courant sort vers la sortie B, notée IB. Aussi vers la sortie C, notée IC. Il y a 3 tensions différentes. Une sera UEC,
l'autre UEB. Et la troisième, UBC. Les équations apprises avec les transistors NPN s'appliquent aussi aux transistors PNP, seule la direction des courants et des tensions a changé. La seule différence dans son fonctionnement est que la LED s'allumera que si tu connectes le point d'activation à la Terre, pas quand tu le connectes aux 12 billes. Tout le monde peut poser la question légitime. Lequel est mieux, le NPN ou peut-être le PNP? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Aucun n'est clairement meilleur que l'autre. Les transistors NPN et PNP sont également fabriqués, mais les interrupteurs NPN sont plus rapides. Leur coût de production est également plus bas. C'est pourquoi ils sont plus souvent utilisés dans les circuits de contrôle et de commutation. Dans le cas des circuits amplificateurs, les transistors NPN et PNP sont généralement utilisés ensemble. On aimerait conclure cette partie de la vidéo avec ça. On t'encourage à réaliser les connexions et à prendre les mesures qu'on a faites dans cette vidéo. À la prochaine partie. Au revoir. Au revoir.